Le rôle des poètes est purement politique. C'est un militant qui invite au soulèvement, à l'insurrection généralisée. Quelqu'un qui n'accepte pas, en fait, la vie telle qu'elle est. Quelqu'un qui a honte et qui n'entreprendra aucune thérapie pour se délester de cette bienfaisante honte et qui ne brûlera aucun encens pour se dissimuler cette pestilence d'être. Le rôle des poètes n'est pas d'écrire sur les papillons mutants de Fukushima, c'est de devenir soi-même ce papillon mutant accroché à la visière d'un policier anti-émeute, de s'agripper à l'épaule de ce politicien prêt à tuer pour nous préserver de l'anarchie. Le rôle des poètes est purement politique. Un poète qui se satisfait d'écrire est un poète mort. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 15 août 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire deux petits poèmes écrits par des déserteurs américains, ce qu'on a appelé des draft dodgers, c'est-à-dire des Américains qui ont fui la guerre du Vietnam. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin? Et en même temps, je vais en profiter, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle remontant à mon enfance. Alors hier soir, nous discutions, ma compagne et moi, et je lui disais mon étonnement de m'être transformé en militant, en ami-militant lors de ce printemps québécois. Et elle me disait qu'au fond, rejoignant ainsi les commentaires de ce jeune frère, Cyril, que je l'avais toujours été, que j'ai toujours fait la politique, au fond. Ma façon de travailler à ma librairie, ma façon d'entrer en relation avec les autres est politique. Et étonnamment, je n'y avais jamais pensé. Comme quoi, hein, la méconnaissance de soi parfois peut être incroyable. Alors de fil en aiguille, à partir de cette réflexion-là, je me suis rappelé un événement qui s'est produit au printemps 1971. J'avais alors 10 ans. Et un jeune Américain, Tom, qui lui-même était dans la petite vingtaine, s'était pris d'amitié pour moi. Et nous passions de longues heures à sillonner cette ville de Montréal que lui apprenait à découvrir et qu'il m'a même fait découvrir par certains aspects. Ce Tom, oui, je ne sais trop s'il était d'origine, s'il venait de Boston ou de New York. C'est pas clair dans mon esprit. Je sais cependant qu'il était un farouche partisan des Bruins de Boston. Bruins de Boston que les Canadiens avaient éliminé ce printemps-là, grâce aux exploits surhumains d'un gardien de but recru, Ken Dryden, en qui il reconnaissait également un immense talent. Alors Tom, de confession juive, est diplômé d'une des plus grandes universités américaines, diplômé en droit d'une des plus grandes universités américaines, avait partagé avec moi un secret en ce printemps 1971. Alors, il m'avait dit, je vais t'amener dans un endroit, mais tu ne devras en parler à personne et ne jamais raconter ce que tu y as vu. Alors nous nous sommes rendus sur la rue Mont-Royal, juste au-dessus de la librairie, l'Échange. Il m'arrive parfois quand je vais à l'Échange, et j'y vais souvent, il m'arrive de repenser à cet après-midi printanière. Alors nous nous déplaçons. Nous nous déplaçons donc vers cet appartement de la rue Mont-Royal et
Tom avait les clés de cet appartement. Et une fois rendu là, il y avait dans cet appartement au moins une bonne vingtaine de jeunes Américains qui avaient fui les États-Unis pour éviter d'aller faire la guerre au Vietnam. Des déserteurs, autrement dit. Et Tom les avait accompagnés, tout à fait légalement, j'ai cru comprendre, les avait accompagnés afin de les aider à se loger, à se nourrir, et probablement aussi de les aider dans leur démarche administrative pour faire reconnaître leur statut de déserteur par le gouvernement canadien. Mais évidemment, ils craignaient d'être arrêtés, ces jeunes déserteurs-là. Alors, leur endroit était tenu secret, caché. Alors, il m'a présenté à cette vingtaine de jeunes Américains comme étant un ami, un sympathisant de leur cause et qu'ils n'avaient rien à craindre de moi, que j'étais absolument digne de leur confiance. Alors, je revois la scène, ces jeunes Américains-là me congratulant, me donnant de grandes tapes dans le dos, de grandes claques dans le dos, et faisant la collecte pour célébrer notre amitié. Ils m'ont donné quelques dollars après s'être fait les poches eux-mêmes, si je peux dire. Et ils m'avaient envoyé chercher quelques bouteilles de Coca-Cola et des sacs de chips. Alors nous avions pactisé autour d'un verre de Coca-Cola en grignotant quelques chips. Peut-être que cet esprit de militant a commencé cette journée-là. Je sais qu'après, j'en ai jamais parlé à personne. Et c'est un grand moment dans ma vie d'avoir partagé le désarroi et la peur et la colère et l'espérance de ces jeunes Américains qui avaient fui cette horrible guerre. Cette horrible guerre qui a envoyé à la mort plus de 50 000 Américains, 1 million du côté vietnamien et des centaines de milliers de blessés de part et d'autre. Une guerre horrible menée au nom d'une idéologie monstrueuse par des gens qui n'hésiteront jamais à tuer leurs semblables pour conserver leur pouvoir. Je me demande parfois si Jean Charest réfléchit à ces jeunes étudiants qui ont été blessés lors de certaines manifs ou qui ont été emprisonnés arbitrairement. Je me demande s'il réfléchit à ça, parfois. Jean Charest. Cet être vole. Est-elle, Adnan, le testament de l'ennemi? Sans autre identité que les initiales VC, comme d'une maladie honteuse. On m'a écrasé mes vertèbres molles, comme mon ventre. On m'a gazé. Mes yeux aveugles comme ceux des vers. On m'a lavé le cerveau. Parler de liberté jusqu'à éteindre ma tête. On m'a tué, plus de trous dans ma chair que dans une cible. Ils m'ont retiré de mon antre, car j'infestais mon propre pays. Et eux, les étrangers, ils sont venus me libérer de mon dû. Voici donc mon testament. J'envoie mon cerveau à votre centre de recherche pour qu'on trouve ce qui me fit lutter. J'envoie mes yeux à votre président pour qu'il le regarde en face, eux qui n'ont connu que le noir des cavernes. J'envoie mes dents à vos généraux. Elles ont mordu plus de fusils que de pain, car la faim fut ma compagne. J'envoie ma langue à vos cardinaux. Elle leur racontera ce que Jésus a dit de l'épée. Mon corps, je le laisse au Mékong. David
Gallatin, les jardins de Leningrad, les neiges du Vietnam, extrait. Je ne connais pas la littérature vietnamienne, mais comme les bombardiers américains tuent tous les jours des Vietnamiens, je sais que les ombres de Pouchkine, Shevchenko et Bloch, les ombres de Gorky et Mayakovsky passent en tremblant parmi les visages des morts de Leningrad. Pendant ces terribles étés où 1 million d'hommes seulement sont morts de faim et plus d'1 million sous les bombardements, on raconte que les habitants de Leningrad, assiégés, plantèrent des jardins sur toute la surface des parcs, des cours, des cimetières, des terrains de jeu, des bords de trottoirs. La fonction de ces jardins, donner des légumes de défi et des fruits inébranlables. Le rêve et la raison de ces jardins, donner de beaux fruits rouges, appelés enfants, sur un sol plein d'ossements. Donner des légumes forts comme des pierres, appelés enfants, sur un sol fertilisé par le sang. C'étaient là les jardins de Lénine. Ce sont là les jardins du Vietnam. Paris de 1871, peux-tu entendre? Madrid de 1939, peux-tu entendre? Vietnam de 1966, peux-tu entendre? Sous le tir des canons fascistes et des bombes, n'ayant que des soleils rouges et des tombeaux rouges, à opposer à l'acier terrible, Leningrad survécut. Les jardins de Leningrad, les neiges du Vietnam, la neige tombe sans cesse des visages de camarades, chez ceux qu'on force afin de survivre à tuer les étrangers qui auraient pu être leurs étranges amis. Mais les neiges de Leningrad, les jardins du Vietnam, survivent à ces étés de meurtre, à ces hivers de mort, jusqu'au jour où les fleurs de l'histoire leur donneront des fleurs plus fortes, plus rouges et plus aimantes. C'était tiré de l'ouvrage 89 poètes américains contre la guerre au Vietnam. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, une militante. Facebook, en vous joignant à ma page, vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. La voix enrouée, j'ai encore manifesté hier soir. Depuis quelques manifs, les policiers anti-émeutes sont de retour. Visiblement, ils sont en mission, soit de provoquer des affrontements avec les manifestants, qui sont totalement pacifiques. Et j'incite mes amis militants à ne pas provoquer les policiers. Pas tant par respect, mais que pouvons-nous faire contre une gang d'hommes armés, dirigés par des gangsters? N'est-ce pas? Si nous étions armés, ce serait autre chose. Ou si eux étaient désarmés, ce qui serait l'idéal, ce serait encore autre chose. Le rapport de force ne joue qu'en leur faveur. Nous, ce que nous avons, c'est nos mains nues, notre courage et notre poésie. Merci, bonne journée.